Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'ai été frappé par la contradiction entre le rapport du ministère sur Parcoursup et la réalité des faits dénoncés par les lycéennes et les lycéens devant plus de 100 établissements bloqués sur la journée d'hier. Aujourd'hui, d'ailleurs, la mobilisation dégénère et j'apprends malheureusement qu'un incendie a ravagé ce matin un lycée de Toulouse et qu'un élève a été blessé au visage. Votre rapport dresse un bilan approbateur de Parcoursup, mais moi j'entends les craintes fondées des lycéens et des lycéennes sur leurs perspectives d'avenir. Ils savent qu'ils n'auront pas forcément une place dans l'université qu'ils désirent. Les étudiants de demain ont parfaitement conscience que le gouvernement cherche à étendre l'emprise du secteur privé sur l'université, à les mettre en concurrence en renforçant leur processus d'autonomisation et à mettre un terme à l'équivalence nationale des diplômes. Au-delà de Parcoursup, c'est d'autres récentes décisions du gouvernement qui contribuent à attiser leur colère. Je prends pour exemple l'augmentation des frais de scolarité, on vient d'en parler pour les étudiants étrangers non européens. Le plan que vous avez présenté et appelé avec le plus bel humour « Bienvenue en France » sert pour le coup une politique de fermeture de la France à l'écart des étudiants étrangers n'ayant pas les moyens d'acquitter les frais. Donc une fermeture à l'égard des étudiants les plus pauvres, bien sûr. Vous prévoyez que les inscrits à l'université ou dans une école publique dépendant du ministère de la Recherche, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation verront leurs frais d'inscription portés dès la rentrée 2019 à 2 770 € au lieu de 170 € pour une licence, 3 770 € pour une formation master ou en doctorat, contre 243 € et 380 € actuellement. L'inquiétude de nos jeunes se constate aussi par les mots d'ordre qu'ils emploient devant les lycées qu'ils ont bloqués hier. Beaucoup soutiennent le mouvement d'ampleur des Gilets jaunes qui concerne tout le pays. Ils savent que les choix opérés par le président de la République et son gouvernement condamnent beaucoup d'entre eux à la précarité dans laquelle vivent aujourd'hui leurs parents, leurs grands frères, leurs grandes sœurs. Il faut maintenant casser ce cercle vicieux de la violence en offrant des perspectives d'avenir réelles et rassurantes à nos enfants. Quelles sont, Madame la Ministre, vos propositions concrètes en la matière ? Je voudrais appeler chacun d'entre vous, même si évidemment je suis sûre que vous êtes conscient de la responsabilité qui pèse sur vous en termes de ce que vous pouvez indiquer ou propager comme information. J'ai du mal à entendre que la réalité des faits et des chiffres soit portée par les lycéens. Je crois qu'on peut faire confiance aux services de l'État et à l'administration de l'État qui fournit la réalité des chiffres. Et dire que la réalité des chiffres est portée par les lycéens et quelque part encourager les lycéens à écouter la rumeur plus qu'à faire confiance dans les services de l'État, je crois que c'est une façon un petit peu étrange de dire les choses. Pas du tout. Vous pouvez contester l'interprétation des chiffres qui est faite, mais dire que ce sont les chiffres, les lycéens qui portent la réalité des chiffres, je crois qu'on peut faire, c'est ce que vous avez dit, je suis navrée, je crois qu'on peut faire confiance à l'administration de l'État pour dire la réalité de ce que sont les chiffres, ou alors ça veut dire qu'on n'a pas du tout confiance en l'État. Alors, si vous n'avez pas confiance dans l'administration pour donner la réalité des chiffres, effectivement, ça pose un sujet de fond. La mobilisation des lycéens, elle ne doit pas se faire sur la base de rumeurs, et je pense que c'est notre responsabilité collective que de ne pas colporter ces rumeurs. Après que les lycéens se mobilisent, évidemment, ils ont absolument le droit de le faire, mais une fois de plus, je pense qu'il faut faire extrêmement attention aux rumeurs et il faut rester factuel. Monsieur Larry, vous avez pu poser votre question. Je vous accuse. Écoutez très clairement ce que je vous dis. Je vous dis que vous pouvez totalement ne pas partager l'analyse des chiffres que je fais, mais par contre, je vous remercie de faire confiance à l'administration de l'État sur la réalité des chiffres qui sont fournis à la représentation nationale comme de façon générale. Donc la réalité des faits et la réalité des chiffres n'est pas portée actuellement par les lycéens, mais portée par l'administration dont c'est le travail de fournir à la représentation nationale la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Je voudrais revenir un instant sur la question des étudiants internationaux et sur la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était nécessaire, avec le Premier ministre, de mettre en place un plan d'attractivité pour les étudiants internationaux. Et là, je crois qu'il faut aussi regarder
la réalité des choses. Le nombre d'étudiants internationaux en France ne progresse plus, et la France n'est plus dans les 20 pays qui voient progresser le nombre d'étudiants internationaux qui s'inscrivent dans ces formations. Ce nombre d'étudiants internationaux est amené à doubler dans les 10 prochaines années. On va passer de 4,5 millions d'étudiants qui souhaitent une mobilité internationale à plus de 9 millions d'étudiants qui souhaitent cette mobilité internationale. Quand on demande aux établissements partenaires et traditionnellement partenaires des établissements français ou à Campus France d'analyser les raisons de ce manque d'attractivité, elles tiennent en plusieurs choses. D'abord, dans la médiocrité de l'accueil que nous sommes capables de donner à ces étudiants, qui se traduit notamment par une complexité administrative énorme au moment de leur arrivée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le nombre d'étudiants internationaux qui grandit concerne des étudiants qui de plus en plus souhaitent étudier dans un contexte de plurilinguisme, c'est-à-dire cherchent à venir en France pour apprendre le français, pour la culture française, pour ce que la France peut leur apporter, y compris en termes de liberté d'expression, mais souhaitent aussi avoir accès à des formations dans d'autres langues que le français. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que la réalité de ce qu'est le système redistributif français existe, et évidemment nous y sommes très attachés, et c'est pourquoi, comme l'a indiqué le Premier ministre, nous n'envisageons pas d'augmenter les frais d'inscription pour les étudiants qui sont installés en France et dont les familles, par leur présence, contribuent à alimenter ce qui nous permet d'avoir une éducation gratuite en France, c'est-à-dire la perception de taxes et d'impôts. Lorsque nous pensons à la mise en place de ce système redistributif, la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est que nous devons arriver dans le même temps à doubler le nombre d'étudiants internationaux et à faire en sorte que ceux d'entre eux qui ont la capacité de payer, et qui d'ailleurs font la démonstration qu'ils ont cette capacité, puisqu'ils s'inscrivent au Canada pour les francophones, où les droits d'inscription n'ont rien à voir avec les droits d'inscription français, ou parce qu'ils s'inscrivent en Angleterre, ou aux États-Unis, ou en Arabie Saoudite, en Turquie ou en Chine, où là encore, les droits d'inscription pour les étudiants internationaux n'ont rien à voir avec les droits d'inscription français. Eh bien, visiblement, dans cette augmentation du nombre d'étudiants en mobilité internationale, un certain nombre d'entre eux ont les capacités de payer. Ce que nous avons donc fait, c'est que nous avons dit aux établissements que pour toutes les formations dans lesquelles il y avait des accords avec des établissements, pour tous les étudiants qui sont évidemment déjà installés en France, pour tous les étudiants pour lesquels ils estiment qu'il faut déroger à ce plafond de droits d'inscription pour les étudiants internationaux, leurs conseils d'administration sont parfaitement en capacité de le faire dans le cadre de l'autonomie des établissements. Mais lorsqu'il y a des étudiants internationaux qui sont en capacité de payer des droits d'inscription, qui restent d'ailleurs à hauteur d'un tiers du coût réel des études, et qui restent vraiment immensément inférieurs à la réalité des droits d'inscription pour les étudiants internationaux dans l'immense majorité des pays, eh bien, dans un système redistributif caractéristique de la société française, c'est important que les droits d'inscription de ces étudiants-là permettent d'accueillir et de mieux accueillir la totalité des étudiants internationaux. Cette mesure, elle s'accompagne évidemment d'autres choses. Et je suis, une fois de plus, navrée de constater que l'on s'attache à un point sur un projet qui en comprend de très nombreux et qui vont tous, il me semble, dans le sens de l'attractivité. La première chose, c'est que nous allons tripler les capacités de bourse offertes par le gouvernement français à ces étudiants internationaux, soit au travers du MAE, soit au travers directement des établissements. Le deuxième point, c'est que nous allons faire en sorte que les visas soient des visas dont la durée permet sans difficulté d'obtenir des titres de séjour. Et vous savez que c'est un des vrais problèmes des étudiants internationaux, c'est qu'ils arrivent sur des visas courts
et que le temps qu'ils obtiennent leur titre de séjour, eh bien, en général, ils se trouvent souvent dans des situations inconfortables. La troisième chose, c'est que nous avons travaillé avec le ministère de l'Intérieur de façon à ce qu'il y ait des points d'accueil organisés par les préfectures directement dans les établissements pour que les étudiants internationaux puissent avoir directement accès à ces formalités administratives. L'autre point que nous avons largement amélioré, c'est que nous avons étendu à ces étudiants internationaux la possibilité de la garantie pour leur loyer, puisque vous savez aussi probablement qu'une des difficultés quand on est un étudiant international, c'est qu'on ne peut pas louer quelque chose parce qu'on n'a pas de compte en banque, et on ne peut pas ouvrir un compte en banque tant qu'on n'a pas une adresse. Donc là aussi, les choses vont être grandement simplifiées. Tous les étudiants internationaux bénéficieront de français langues étrangères. Lorsque le français n'est pas leur langue maternelle, nous allons aussi augmenter le nombre de formations qui vont pouvoir être offertes dans d'autres langues que le français. Nous avons aussi, pour la première fois, fait en sorte que des diplômés de master ou de doctorat ne soient pas obligés de rentrer chez eux pour redemander des visas de travail et puissent rester directement en France et, à l'issue de leur stage, être par exemple directement embauchés par les entreprises dans lesquelles ils ont effectué leur stage et qui souhaitent les conserver en tant sous contrat, CDD ou CDI. Donc, énormément de points d'amélioration qui contribueront à l'attractivité de ces étudiants internationaux. La dernière chose que nous avons aussi travaillé avec notamment les pays qui envoient ces étudiants se former en France, c'est de voir avec eux dans quelle mesure nous pouvons co-construire, et je dis bien co-construire et non pas leur donner clé en main, des offres de formation qui permettent aux étudiants d'obtenir des diplômes français, mais qui leur permettent aussi de contribuer au développement de leur pays. Alors là aussi, j'ai beaucoup entendu que c'était uniquement à destination de l'Afrique. Il se trouve qu'effectivement, nous sommes en train de travailler sur un campus franco-sénégalais et sur un campus franco-tunisien, mais que les premiers campus de ce type qui ont vu le jour en Inde, ont vu le jour à Singapour, ont vu le jour en Chine, et ont fait la démonstration que lorsque les jeunes étaient formés dans leur pays, sur des formations et des compétences qui étaient utiles au développement de leur pays, qui étaient accompagnées par des établissements français et dans un certain nombre de cas par des entreprises françaises, eh bien ça permettait aussi de développer les pays en question et de bénéficier aux entreprises françaises qui, lorsqu'elles s'installaient dans ces pays, trouvaient aussi une main-d'œuvre qualifiée de la façon dont elles sont habituées, si je puis dire, à ce que les jeunes soient qualifiés. Donc c'est un processus global que nous avons mis en place et que nous avons proposé, dans lequel l'augmentation des droits d'inscription pour une fraction des étudiants internationaux est finalement un des éléments de cette attractivité, puisque le dernier point que je voudrais aussi souligner, et là je pense que tous les universitaires qui sont dans cette pièce ne me contrediront pas, c'est qu'on a beaucoup de mal à expliquer à l'étranger que des formations de qualité eh bien, soient offertes pour moins de 200 €. Et la seule façon de faire, c'est de dire que les formations coûtent 10 000 € en France, puisque c'est à peu près le coût moyen d'un étudiant, mais qu'elles sont très largement subventionnées par l'État français, ce qui était et ce qui sera toujours la réalité. Merci.